On va commencer tout doucement par une première partie qui est le bilan des RMM du RPO. Donc, nous avons fait sorte de résumé de 3 années de RMM que nous avons faites, soit des RMM in situ ou des RMM régionales depuis, donc pour les années 2022, 2023, 2024. Et donc là, en cette fin d'année 2024, on clôture l'année en faisant un peu ce résumé en essayant d'extraire à partir de toutes ces RMM-là, est-ce qu'il y avait des facteurs de risque communs d'événements indésirables graves, des facteurs de risque humains communs qu'on a retrouvés dans tous les établissements qui nous ont sollicités, quels sont les outils de sécurité qui ont été mis en place et du coup qu'on vous partage pour que ça puisse également vous servir dans votre activité. Donc les patients partenaires, des outils vraiment techniques, le travail d'équipe à développer et le travail en réseau à poursuivre. Et également, à la fin, euh, j'ai pu ressortir les messages clés qui ont été les messages à la fin des RMM, les choses qu'on se dit, ça, on aimerait vraiment partager aux autres pour que ça leur serve. Donc, voici ce que nous allons vous présenter. Ensuite, en deuxième partie, le docteur Manis va vous présenter le résultat de sa thèse qu'elle a faite au réseau sur les outbournes. Elle est allée étudier tous les outbournes de 2022 et elle en a tiré des conclusions qu'elle va vous présenter. Et à l'issue de son travail de thèse, nous allons vous expliquer ce que nous avons envie de faire au réseau pour euh, avoir les outbournes comme indicateur de qualité de soins dans notre réseau et ensuite avoir les outbournes comme le facteur d'amélioration. Comment améliorer, diminuer le nombre d'outbournes ou quand il y a des outbournes, comment améliorer leur morbimortalité en cas d'outbourne. Voilà, donc ça c'est le programme du webinaire. Et donc nous commençons par le bilan des RMM. Quels sont les facteurs de risque d'événements indésirables graves qu'on a pu retrouver dans les établissements? Donc dans les facteurs de risque communs, c'est à quel moment surviennent les événements indésirables graves. Donc ils surviennent plus souvent la nuit ou le week-end, c'est plus souvent dans des périodes de suractivité, quand on a un personnel qui est remplaçant ou nouvellement arrivé ou non habitué à certaines prises en charge ou traumatisé par une prise en charge antérieure, ou à l'issue de plusieurs relèves. Donc ça, ce sont des facteurs de risque. Quand la patiente n'est pas au bon endroit, c'est une patiente qui a une pathologie maternelle un peu trop compliquée pour la structure, ou bien le nouveau-né a une pathologie exceptionnelle, il ne devait pas naître là. La patiente est enceinte et elle a un problème extra-obstétrical, un problème digestif, ou alors elle a eu un AVP, mais elle est orientée directement maternité. Donc dans ces cas-là, si on rajoute à ça que les vecteurs sont difficiles à obtenir, que là, on manque de place, que le lieu d'adressage est incertain, on ne sait pas vraiment où aller, et qu'il y a en plus de multiples intervenants pour peu que ça dure sur plusieurs heures, voire plusieurs journées, on fait perdre du temps et de la chance à la patiente et à son fœtus. On a remarqué que quand les examens cliniques et paracliniques sont insuffisants, quand on a un rythme difficile à capter, on va sous-évaluer la gravité, encore plus quand on est dans une situation de suractivité. Quand les pertes sanguines sont évaluées visuellement, notamment quand c'est pas, quand c'est en césarienne, par exemple, on va pouvoir avoir une sous-estimation. Quand les médecins n'évaluent pas cliniquement les patientes, en fait, c'est un appel téléphonique et ils ne se rendent pas forcément au chevet de la patiente qui doit être transférée ou bien qui fait un malaise en suite de naissance. On va sous-estimer sa gravité. Quand on a des scores qui existent, qui sont le score de Glasgow, de Silverman ou de Sarnat, et quand ils ne sont pas utilisés, ne sont pas cotés, on a des impressions générales, à ce moment-là, on a plutôt tendance encore à sous-estimer la gravité. On a remarqué que quand il y avait des outils qui dysfonctionnaient, un portable de garde qui n'a pas de réseau, avec un médecin qui est quelque part où ça passe pas, on a des difficultés de transmettre les photos de rythme. On a eu des histoires où des sages-femmes envoient les rythmes aux gynécos de nuit qui ouvrent son portable et qui tombent en fait sur des anciens rythmes. Et du coup, le temps que les nouvelles photos se téléchargent, ils donnent une réponse pour des rythmes qui n'étaient pas appropriés. On a des fois des centrales qui vont se mettre en veille toutes les 15 minutes et donc du coup qui vont couper la vision du rythme dans des salles. Il y a des fois des salles où il n'y a pas encore de télétransmission du rythme, c'est parfois les salles d'accueil des patientes en urgence. On peut avoir des difficultés à imprimer des étiquettes et du coup un retard à la réalisation notamment du pH au cordon. Des horloges qui sont non synchronisées et donc 5 minutes d'écart qui peuvent être un peu embêtants dans certaines prises en charge. Dans les hôpitaux où le laboratoire d'analyse de pH est éloigné, ça nécessite des mains et des jambes pour aller faire amener notamment le pH. Et là, souvent, c'est non fait.
On a eu des histoires de grilles de l'hôpital qui mettent plus de 10 minutes à s'ouvrir la nuit pour faire venir un médecin d'astreinte, on perd du temps. Et aussi quand la salle de césarienne est à notre niveau ou qu'elle est non dédiée aux césariennes et qu'on ne peut pas faire une césarienne très rapidement, on perd du temps et c'est compliqué au niveau organisation. Ensuite, on a un facteur de risque commun qu'on a pu retrouver dans plusieurs situations, dans plusieurs maternités, quand on a une situation à risque obstétrical, notamment une patiente qui présente des troubles du rythme, à dilatation complète sur une présentation haute, encore plus si c'est une primipare, dont on n'est pas tout à fait certain de l'orientation de la présentation. Et si elle est douloureuse, donc elle a hâte que ça se termine, tout le monde a hâte que ça se termine, et que le médecin n'est pas sur place, si on débute les efforts expulsifs, à ce moment-là, on va se tunneliser, on risque d'aggraver les troubles du rythme et favoriser l'envie d'aller vers une voix basse qui pourrait être catastrophique parce que peut-être trop compliqué, avec une instrumentation peut-être catastrophique en termes de douleur ou d'effet. Donc, cette situation-là, on l'a retrouvée dans plusieurs dossiers, notamment sur des présentations en occipito sacré méconnues, et où on se retrouvait avec des extractions très compliquées, voire des départs en césarienne catastrophiques, et donc des asphyxies et des vécus très traumatisants. Dans les facteurs humains, si on les taille un petit peu plus, quand on est en suractivité personnelle, qu'on travaille le lendemain, qu'on travaille de plus de 24 heures, quand on s'occupe de la même patiente depuis plus de 24 heures, souvent avec l'intention de bien faire en se disant je la connais, je veux aller jusqu'au bout de la procédure, mais finalement on est tout le temps sur le fil. Les gardes sont rapprochés, on a peu de repos, on est réveillé en nuit profonde, on ne connaît pas bien la structure, tout ça fait que on peut parfois perdre un peu en objectivité, alors que bien sûr on a toujours envie de bien faire. Quand on est en suractivité, notamment quand les soignants sont responsables de plusieurs unités. Ça peut être les pédiatres qui vont à la fois en salle d'accouchement, en néonat, en pédiatrie, aux urgences. Ça peut être les anesthésistes qui sont responsables de la salle d'accouchement, du bloc général avec des prothèses ou des chirurgies abdominales. En même temps, ils sont là pour être responsables de la salle de surveillance post-interventionnelle. Les sages-femmes, dans la plupart des structures, elles s'occupent à la fois d'une patiente en salle d'accouchement et de la patiente qui consulte en urgence. Donc, quand on est sur plusieurs unités, on risque d'être victime de surdité inattentionnelle si on est multitâche. C'est-à-dire qu'on est concentré sur une tâche, on vient nous interrompre, nous poser une question sur une autre tâche, et puis là, on risque de ne pas entendre ce qu'on nous dit. Il est difficile de se mobiliser à 100% sur une nouvelle patiente si on a une garde chargée, c'est-à-dire qu'on vient de faire un accouchement compliqué et puis tout d'un coup on doit à nouveau se remobiliser, ça peut être difficile. On peut, quand on est en suractivité, se focaliser sur une ou deux situations, on se méfie et puis finalement ça va être la troisième qui sera celle qui finira mal, pour laquelle on n'est pas à tout un maximum de concentration. Quand on est en suractivité, le double contrôle qu'on peut avoir dans des équipes sur des analyses du rythme cardiaque fœtal ne pourra pas se faire parce que tout le monde sera vraiment occupé sur sa propre tâche et ne pourra pas dire ah tiens, attention, tu as vu ton rythme s'est dégradé, etc. Et il risque d'avoir des patientes qui sont sans référent. Quand on est en suractivité, la patiente qui descend en catastrophe parce il faut lui mettre la péridurale, peut-être le temps qu'on s'occupe d'elle ou qu'on la rebranche sur monito, personne n'est vraiment encore responsable d'elle et là, ça peut entraîner des complications. Donc la suractivité est vraiment un facteur de risque pour perdre les barrières personnelles et de l'équipe. En plus, au-delà de la suractivité, il y a aussi l'activité inhabituelle. Si vraiment ce qui arrive, la situation obstétricale est inhabituelle et grave, et que le personnel est non formé pour cette prise en charge-là, ou bien en nombre insuffisant, ou bien n'a jamais vraiment travaillé ensemble, ou est un peu traumatisé d'un événement récent ou répété, l'équipe va se dire, en fait, je n'ai plus confiance en elle, et a l'impression que cette patiente va perdre sa chance en accouchant là ou si on s'occupe d'elle. Et donc, du coup, l'équipe va être tellement désemparée qu'elle va peut-être faire des demandes de transport déraisonnables, va vouloir que l'accouchement se termine très vite ou va attendre le SAMU pédiatrique, mais en n'étant pas serein, en se disant qu'il ne fallait pas que cet enfant soit là, etc. En obstétrique et comme ailleurs, il y a des facteurs humains qui jouent et on peut être victime de biais implicites et autres. Par exemple, quand on a une patiente qui a une addiction, on va peut-être se dire que si elle sonne et qu'elle a mal tout le temps, c'est parce que finalement, elle a des seuils de douleur qui sont différents. S'il y a une patiente qui avait une histoire avec une patiente qui était connue pour avoir des troubles autistiques et en fait, pareil, elle avait un appel aux soignants qui était un peu particulier. On avait mis ça un peu sur le compte d'une hyper-inquiétude, etc. Et aussi dans les barrières de la langue, des patientes qui ne vont pas parler français, ça va être difficile des fois d'évaluer la gravité de la situation parce qu'on n'aura pas les mots-clés qui vont nous faire tilt.
Quand aussi une patiente a exprimé un fort désir d'accoucher par les voies naturelles, d'éviter les instruments, peut-être que ça va un petit peu nous faire aller un peu, nous polluer un peu notre esprit, notre perdre notre objectivité. Et enfin, il y a aussi des histoires où quand on est content d'être enfin arrivé à dilatation complète, on se dit: «Ah ben, on n'a pas fait tout ça pour rien, enfin on arrive à dilatation complète». Peut-être que ça va être dur de reprendre la voie d'une césarienne à un moment parce qu'on a un peu ce soulagement-là. Et on a un peu tous l'envie que la patiente ait un bon vécu de son accouchement et quand il y a eu déjà un accouchement qui n'était pas celui espéré par la patiente, des fois on se dit: «Ah on va pas en plus transférer son bébé» et on veut pas qu'il y ait au moins on veut qu'au moins il y ait pas cette séparation mère-enfant et peut-être des fois ça a pu faire retarder des transferts de nouveau-nés. Donc voilà, tous ces facteurs humains-là, parce que voilà, on est humain, vont faire qu'on va peut-être perdre notre objectivité. On peut avoir du coup le biais d'optimisme. On se dit: «Ah mais là ça avance quand même un petit peu la dilatation» t ou «Ça avance quand même encore un petit peu», voilà. Ou alors on se dit: «Non mais là c'est bon, la dame elle va pas se mettre à contracter, on peut la garder dans nos murs» et puis on se dit: «Non mais si elle contracte, au pire on a toujours le temps de la transférer». On peut avoir une patiente qui n'a pas uriné après une hémorragie et puis on se dit: «Non mais finalement, elle va finir par reprendre une miction, ça va bien se passer» et on se dit que ce bébé, il geint un petit peu mais ça va tout va bien aller. Voilà, des fois, on va avoir ce biais d'optimisme qui fait qu'on va perdre en objectivité également. Le travail d'équipe peut être défaillant. On peut avoir trop confiance en l'autre. Vraiment, on se dit: «Lui, de toute façon, il se trompe jamais». On a une confiance aveugle et du coup, ça, c'est pas non plus on perd nos freins d'équipe. Quand on n'a pas assez confiance, bah, à l'inverse, on va se méfier. Mais peut-être que cette méfiance-là va pas être adaptée à la situation. Peut-être que ce praticien-là, envers lequel on avait une méfiance parce qu'une situation antérieure n'avait pas été gérée selon nous comme il faut et là, du coup, on va se méfier de lui alors que là, il aura peut-être raison, mais du coup, ça va être un travail d'équipe qui va être dysfonctionnel. Quand on n'ose pas en parler alors on sait que la personne prend un risque, on va avoir un biais de hiérarchie. Ça peut arriver sur, une situation où, on ne savait pas pourquoi sur un code rouge, tout d'un coup l'obstétricien n'incisait pas et on s'est dit: «Non mais peut-être que c'est pas à nous de lui dire, on peut y aller maintenant quoi». Mais bon bref, du coup, tous les personnels de la salle n'ont pas osé parler en disant: «Beh, maintenant il faut y aller». Quand on a pris l'habitude de faire les tâches de l'autre et de ne pas l'appeler. Donc ça, c'est quand on se dit en fait, finalement, quand il vient, il sert à rien ou, de toute façon ça, il le fait pas très bien, je vais le faire moi et du coup, c'est le glissement de tâches et ça fait que toutes les barrières de sécurité liées à l'équipe peuvent petit à petit, être, enfoncées. Alors maintenant, plutôt les choses positives. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rendre le patient partenaire de sa santé. Donc dépister pourquoi est-ce que ce patient a peur de certaines situations, pourquoi il a peur de la voie basse de la césarienne, pourquoi est-ce qu'il se méfie de l'établissement de santé, est-ce qu'il y a une addiction ou pas? Et ensuite pouvoir adapter le lieu de l'accouchement aux pathologies maternelles. Donc quand on voit que finalement on a bien dépisté les risques et il faut que cette patiente-là accouche auprès de tel plateau technique. La prise en charge en fonction des vulnérabilités pour adapter un peu notre pratique et pouvoir s'adapter à la patiente, anticiper, donc avoir compris à l'avance, préparer une patiente à la naissance, apporter un soutien psychologique, sophrologique quand on a dépisté des fragilités, pouvoir échanger avec ces personnes de confiance et travailler la confiance entre les acteurs de la prise en charge et informer. Il faut que les patientes, pour qu'elles puissent devenir des vrais partenaires de leur santé, aient compris les informations qu'on lui a transmises. Ça, c'était des histoires de placenta prévia qui saignait à répétition, ou peut-être, on s'est dit que la patiente n'avait pas compris la gravité en cas de récidive hémorragique, de pouvoir, éventuellement traduire. Il y a beaucoup d'histoires de patientes, qui sont venues un peu trop tard ou qui n'avaient pas vraiment compris les signes d'alerte. Donc, il faut pouvoir les en informer de ces signes d'alerte-là pour se dire, ben, c'est vous êtes surveillés pour ça, si vous avez tel symptôme, il faut venir et prendre en compte aussi, l'avis des patientes quand on les a informées. Les autres outils de sécurité qui ont été développés, c'était tout simplement des fois avoir le bon équipement. Donc là, à l'issue de peut-être plusieurs RMM, on a une maternité qui va enfin pouvoir s'équiper d'un respirateur néonatal parce qu'on a à chaque fois insisté sur le fait que c'était indispensable et qu'on ne pouvait pas juste attendre, avec le petit, ventilateur, que le SAMU pédiatrique arrive. Avoir un appareil d'échographie facilement mobilisable en salle d'accouchement, notamment pour vérifier une présentation quand on n'est pas sûr. Pouvoir avoir un résultat de pH au cordon ou bien de lactatostal obtenu rapidement. Donc, si jamais on ne peut pas avoir une machine délocalisée, il y a des maternités qui l'ont obtenu suite à des RMM, mais qu'au moins le circuit de qui va analyser qui va prélever, envoyer le pH analysé et récupérer le résultat soit vraiment bien détaillé. Pouvoir faire une radiographie au lit du nouveau-né facilement, donc pareil, on se pose à froid pour voir comment est-ce qu'on peut organiser ça.
la possibilité de mettre rapidement une électrode au scalp. Donc, il faut pouvoir à la fois avoir le matériel et s'entraîner à l'utiliser rapidement quand on a notamment des situations de suractivité ou pour pouvoir se dédoubler, il faut au moins avoir une bonne visibilité des rythmes. Avoir un monito ou un Sonica dans salle de césarienne pour pouvoir des fois faire changer le couleur d'un code d'une césarienne et avoir du surfactant non périmé parce que des fois dans les maternités où on ne l'utilise pas souvent, et ben, il faut vérifier qu'on en est ou alors faire le point avec le SAMU pédiatrique. Les aides techniques. Donc, des fois, on a aidé en plan d'action ces aides techniques-là, que ce soit la feuille de surveillance de réanimation du nouveau-né, la feuille HPP, la plupart des maternités en a, et d'ailleurs, on va peut-être essayer d'en retravailler une au niveau réseau pour qu'elle soit un peu plus lisible, mais la plupart des maternités en ont et des très bien. Mais du coup, ceux qui n'en ont pas, se dire, bah, par exemple, en salle de césarienne, aussi une feuille HPP pour pouvoir avoir tous les critères de la feuille qui soient remplis en direct. Avoir une feuille de surveillance dédiée aux nouveau-nés à risque neurologique. La plupart des maters utilisent des fiches de surveillance des bébés à risque infectieux et pas forcément à risque neurologique. Donc peut-être que les critères neurologiques ne sont pas marqués ou la surveillance de la glycémie, à quel moment on fait un bilan. Donc ça a été développé par les maternités à l'issue de RMM sur des asphyxies. Le chariot, donc HPP, la plupart en ont, mais des chariots réa de nouveau-nés, urgence vitale, qui ont des fois été retravaillés à l'issue des RMM. Des aides cognitives, que ce soit pour la réanimation du nouveau-né, l'HPP, l'arrêt cardiaque maternel, des photomontages du respirateur avec les différents branchements, parce que pareil, quand on a moins l'habitude de brancher un ventilateur, un respirateur, ou qu'on a affaire à des remplaçants qui ne connaissent pas forcément le matériel, si on s'est entraîné et si on a des photos, ça peut nous aider. Donc la feuille de donc avoir tout le matériel pour l'hémorragie en salle de césarienne, les numéros d'appel en évidence à jour au bon endroit. Et donc se dire que quand on a des petits problèmes techniques à froid, eh ben, on va essayer de les régler, ou bien quand il y a eu un presque accident. Donc les protocoles, c'est important de les avoir. Donc, des fois, on est obligé d'en encore recréer. Par exemple, protocole sur activité, qui prévenir, quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser, surtout dans les maternités où on n'a pas beaucoup de mains. Des fois, on va demander à des soignants des urgences de venir aider quand on est vraiment en situation de crise. On s'est dit qu'il fallait des fois, dans une maternité, il y avait un protocole mort inopinée du nourrisson quand ça survenait en service de néonat, une procédure AVP à voir avec les urgences pour savoir à partir de quel terme la patiente est vue ou à partir de quelle pathologie elle est vue d'abord aux urgences ou d'abord à la maternité. Des protocoles d'accouchement voix basse pour les jumeaux, pour les sièges, avec tout qui est bien détaillé. La protocole transfusion des nouveau-nés, quand il y a une anémie chez un nouveau-né, des fois, ça peut être la catastrophe, personne ne sait quel circuit de sang avoir, quelle posologie de sang transfusé en fonction du poids du bébé. Comment faire une toco des urgences. Et puis aussi, quand on est amené à prendre en charge un nouveau-né pour lequel il y a une prise en charge palliative, surtout dans les équipes où on n'est pas habitué, ça peut être intéressant d'avoir un protocole pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant pour qu'il soit confortable. Toujours être systématique quand les patients sont là, bien prendre la température, la HU, le rythme, la tension, la bandelette urinaire à chaque consultation. Et puis, c'est pas tout de le noter, c'est également de transmettre les éléments inhabituels. On a beau avoir des protocoles, etc., des outils, c'est important de s'entraîner à les utiliser, donc de bien connaître les protocoles ou de pouvoir les retrouver facilement, de bien connaître son matériel. Donc vraiment, le matériel, on a souvent retrouvé des difficultés à bien savoir monter son respirateur du nouveau-né ou en salle de naissance ou en salle de césarienne. Savoir se former aux gestes qu'on ne fait pas souvent, donc la ventilation du nouveau-né, la mise en place du respirateur, la pose du KTVO pour les nouveau-nés, et notamment la pose du ballonnement, du tampon de ballonnement, du ballonnet de tamponnement intra-utérin, pardon. Donc, ce n'est pas toutes les équipes qui en mettent souvent, donc parfois il faut s'entraîner. Donc, la formation in situ, c'est aussi le travail en équipe. On a beau chacun être un peu expert dans son domaine, ce qui est important, c'est de réussir à le travailler avec ses collègues. Comment est-ce qu'ensemble on travaille? Voilà, la transition pour comment avoir un bon travail d'équipe, ça commence par une bonne communication. Ça, il faut se baser sur la fiche SAED de l'HAS, il faut s'entraîner à travailler comme ça, à communiquer ainsi. Donc, faire le point sur la situation, être précis sur le lieu, être plus descriptif qu'émotionnel, utiliser des scores objectifs, ce qu'on a vu plus tôt. Antécédent, pour pouvoir balayer un peu tout le dossier. Évaluation, quel est l'avis du praticien qui demande? Et demande, être précis sur ce qu'on veut.
À l'inverse, voici des phrases passées qu'on a retrouvées dans nos RMM. Bonsoir, il y a une patiente qui est arrivée et qui a un rythme pas top. Je vous envoie en photo. Je vous l'envoie en photo. C'était les fameuses photos qui ne s'étaient pas téléchargées. Or, la sage-femme, dès qu'elle a vu la patiente qui, en plus, présentait des saignements, elle a elle-même tout de suite pensé à l'HRP. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'elle a transmis comme information. Ou bonsoir, il y a une dame en suite de couches qui fait un malaise, elle se sent pas très bien. Voilà, on manque de critères objectifs et on manque également peut-être de l'avis du praticien et de ce qu'on veut que le médecin fasse. En plus de la communication, vraiment des points de fragilité, c'est bien faire attention aux transmissions et aux relèves. Donc, il y a souvent des transmissions et des relèves orales, mais il faut également écrire, écrire. Écrire pourquoi on choisit telle prise en charge, pourquoi on a décidé de déclencher cette patiente-là, prescrire à l'écrit, bien noter la gravité initiale sur la relève, c'est-à-dire qu'un bébé qu'on va surveiller pour un score neurologique, bien noté à une réanimation à la relève, avec un pH initial inférieur à 7, pour que on puisse garder ces éléments-là en inquiétude et pas finalement que ce bébé soit noyé avec la masse de bébé postpartum. Faire la checklist sérieusement, parce que c'est vrai que si on la fait sans trop réfléchir et sans trop se poser, peut-être qu'on ne va pas tous noter qu'il y a un risque hémorragique pour telle patiente. Quand on a une situation qui dure dans le temps et qui est grave, il faut pouvoir garder un fil rouge pour pas que justement ça se dilue au fil du temps, la gravité, ou une unité de lieu, se dire que cette patiente-là restera au SSPI tant qu'on n'aura pas vraiment réglé son problème. Adapter la communication si stress, donc attention, ne pas hésiter à avoir plusieurs canaux. Je vous parlais au tout début de la surdité inattentionnelle, le fait de ne pas entendre quand on est préoccupé sur une tâche. Donc si on n'est pas sûr que la personne en face de nous a vraiment entendu, ne pas hésiter peut-être à mettre la main sur l'épaule, à lui dire est-ce que tu m'as comprise, est-ce que tu as entendu mon information, pour être sûr que les messages soient passés. Et keep calm, toujours pareil, quand on est dans une situation de stress, pour éviter de faire monter le stress, il faut essayer de rester le plus calme possible. Le leadership, c'est très important dans le travail en équipe. C'est important de faire on a l'habitude de faire des débriefings après, alors que ce qu'on a fait, c'est important si on a le temps, de pouvoir faire un briefing avant une prise en charge, ben, se rappeler, tiens, s'il y a une liste aussi des épaules, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bon, ben là, finalement, c'est une dame un outbound qui va naître là, ben, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'appelleras le SAMU pédiatrique, de se répartir vraiment les tâches de chacun. Le leadership, c'est important qu'à des moments, il puisse être participatif. Par exemple, quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe, il n'y a pas un sachant et les autres qui suivent. Il faut pouvoir recueillir un peu tous les avis et les inquiétudes de tous les membres de l'équipe pour pouvoir ensuite décider ensemble de ce qu'il faut faire. Mais par moment, il vaut mieux que le leadership soit directif, notamment dans tous les contextes d'urgence vitale. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ce leadership est peut-être changeant. On a eu des histoires comme ça où tout d'un coup le praticien était tellement concentré sur ta tâche, notamment chirurgicale, que c'est l'IBOT qui a pris la main et de dire bon ben là maintenant j'ai l'impression qu'elle saigne toujours. Est-ce que j'appellerai pas un collègue à toi? Est-ce que j'appellerai pas un chirurgien viscéral pour venir t'aider? Et en fait, elle a pris le lead sur la situation, mais c'était tant mieux parce que le praticien lui était concentré dans sa tâche. Donc, quand on fait un travail en équipe, c'est important de faire des points d'étape, des états des lieux, des appels à un ami pour sortir de la tunnelisation, pour pouvoir adapter une prise en charge, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Des fois, on fait une pause et on discute un peu entre nous, voire avec quelqu'un d'extérieur de la situation, pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe et voir si on est dans la bonne direction. Donc, toujours pareil, anticiper. Donc, avant une situation compliquée, présenter des dossiers en staff pour pouvoir réfléchir ensemble à froid, connaître un peu les capacités des soignants et prévoir des plans B. Si, par exemple, dans une équipe de remplaçants, personne ne sait faire d'hystérectomie, d'hémostase, eh ben, peut-être est-ce qu'il y a un chirurgien viscéral qui pourra épauler ce jour J, s'il y avait besoin. Pouvoir avoir tout matériel qui est prêt en cas d'AG, bien que les anesthésistes puissent connaître les respirateurs sans IAD, en attendant qu'un IAD arrive de chez lui en astreinte, pouvoir répéter les situations en stimulation, et ensuite le jour J, on peut toujours anticiper, prévenir tout le monde quand on pense que c'est une naissance à risque, notamment de césarienne, prévoir que si la patiente a un utérus cicatriciel, si elle est obèse, si la salle de césarienne est éloignée, ben, on va prendre plus de temps pour accéder à l'enfant en cas de césarienne en urgence. Et voilà. Et donc, éventuellement, anticiper encore plus. Si c'est une patiente, une extraction qui a un risque d'échec, peut-être transférer déjà la patiente en salle de césarienne pour gagner ce temps-là. C'est important de travailler en réseau, d'orienter les patientes tôt en fonction de leur risque pour leur suivi de grossesse, pour pouvoir déterminer en amont le meilleur lieu d'accouchement
Si c'est une patiente qui est à son domicile et que le SAMU aimerait orienter vers une maternité sans savoir trop laquelle, c'est important de pouvoir faire une conférence à trois pour voir quel est le meilleur endroit où adresser la patiente. Si c'est un transfert pour risque fœtal, il faut aussi se faire vérifier que la maternité est apte pour prendre en charge le risque maternel. Donc, on a eu une histoire comme ça où on avait transféré une patiente pour prééclampsie dans une maternité de type 2A à un terme où elle pouvait accueillir un fœtus enfin un bébé qui naissait à 33 semaines. Mais malheureusement, la dame avait une prééclampsie qui s'est vraiment aggravée et après, elle n'avait pas la réanimation maternelle suffisante. Donc voilà, on apprend aussi, nous, beaucoup de ces retours d'expérience pour pouvoir améliorer le transfert que les sages-femmes de la cellule transfert assurent. Donc, dans les bonnes pratiques des transferts, il faut respecter les contre-indications, les troubles du rythme, la HRP, l'instabilité, le travail avancé. S'il y a une contre-indication au transfert, ne pas juste répondre ah ben non, vous n'avez pas le droit vous pouvez pas la transférer, mais éventuellement discuter avec de gynéco à gynéco pour aider les confrères qui sont dans les périphes à savoir comment gérer la patiente qui est intransférable. Réaliser toujours une évaluation médicale et également avant qu'elle parte pour être sûr qu'on ne prend pas le risque le plus grand qui est, c'est-à-dire de faire accoucher les patientes sur la route. Se méfier parce que des fois les routes sont enneigées, les vecteurs sont indisponibles, donc le temps de transfert il est des fois difficilement raccourci. Et on se dit qu'en obstétrique, il y a une fenêtre de tir pour transférer, c'est-à-dire qu'à des moments, ce sera trop tard, mais peut-être que les choses se sont calmées et c'est maintenant ou jamais. S'il y a besoin de médicaliser un transfert pour une MAP, globalement, elle ne part pas. Si on se dit, je mets un médecin dans l'ambulance parce que j'ai peur qu'elle accouche sur la route, eh ben, il ne faut pas qu'elle parte, parce qu'il ne faut pas qu'elle accouche sur la route. Attention aux mots malheureux, donc quand c'est des fois tout le monde est stressé, et donc du coup, la personne qui va peut-être accueillir un transfert qui arrive dans un état qui s'est aggravé par la route, et donc une dame qui arrive à dilatation complète, on peut des fois avoir des mots malheureux envers celui qui a envoyé, qui lui a envoyé une patiente qui était pas dans un stade aussi avancé. Et voici donc les messages clés. Euh, L'hypoxie en cours de travail. Si on a des troubles du rythme, on peut avoir tendance à augmenter l'ocytocine, rompre la poche des os, commencer les efforts expulsifs, mais attention, tous ces gestes-là peuvent augmenter le stress fœtal et donc aggraver l'hypoxie. S'il y a des troubles du rythme, on n'a pas de dilatation minimale à avoir pour poser une péridurale. Donc, on peut la poser même avec une dilatation qui n'est pas encore un vrai début de travail, mais parce que peut-être on se sécurisera en cas de césarienne en urgence, on aura déjà la péri. Il faut toujours interpréter ce rythme en fonction du contexte. Ça peut être la gesta, la couleur du liquide, la dilatation, la parité, les contractions. Est-ce qu'il y a un bébé trop petit? Est-ce qu'il y a une chorioménotite? Et pour reprendre la situation antérieure, si on a des troubles du rythme à dilatation complète sur une présentation haute, plutôt que vite faire pousser, vérifier l'orientation de la présentation, vérifier l'analgésie parce que s'il faut intervenir, ben, l'obstétricien, c'est quand même mieux si la patiente n'est pas douloureuse. Et avant de commencer à pousser, échanger avec le gynéco pour être en accord sur oui, on commence à faire pousser ou non, attendez-moi, je fais le point. Attention, les deux grands pourvoyeurs d'hypoxie, la rupture utérine et la HRP. La rupture utérine, on y pense en cas d'utérus cicate, notamment si la cicatrice est récente, notamment si la cicatrice est corporéale, si elle a eu un faux travail prolongé. Et on a même eu des cas de rupture utérine sans cicatrice, donc il faut y penser aussi. La HRP, attention, s'il y a des troubles du rythme et l'hymétrorragie, un contexte de prééclampsie et des contractions, c'est facile. Mais parfois, on a eu des dossiers d'HRP qui ont piégé les équipes parce qu'il y avait un ou un seul ou bien deux éléments de cette liste-là. Dans les hémorragies, se méfier quand il y a des ARI positifs, il faut toujours anticiper la mise en réserve. Se méfier des saignements occultes ou bien loin de la salle d'accouchement, notamment la patiente qui est remontée ensuite de couche. Si la patiente tolère mal son hémorragie, qu'elle est tachycarde et hypotendue, eh bien, même si on a l'impression qu'elle a saigné que 300 cc, il faut se méfier, c'est une hémorragie qui est sévère. Si elle est sévère, il faut faire un bilan rénal, il faut surveiller sa diurèse parce qu'il peut y avoir du coup des lésions rénales et du coup il ne faut pas aggraver en rajoutant du furosémide. Et si jamais elle n'a pas repris de miction, elle a une anurie, enfin, qui est pas eh ben, il faut se poser la question de la dialyse et en tout cas au moins faire un bilan rénal. Si on est en retard sur une hémorragie de la délivrance, parce qu'on réalise tardivement qu'elle saigne, notamment sur les hémorragies occultes, il faut avoir une prise en charge agressive et équiper la patiente, comme en réanimation, notamment le cathé artériel. Donc ça, c'est plus les anesthésistes que j'en parlerai, mais la voie veineuse centrale également, mais en un, le cathé artériel, et donc, je disais, le bilan de réa, avec notamment étudier les organes, dont la créate, et les gaz du sang pour voir le taux de lactate de la patiente. En cas de réanimation cardiaque maternelle,
alors ça c'est en cas de terrain cardiovasculaire, obésité achetée à diabète, toujours demander une écho cardiaque facilement pour voir s'il n'y a pas une atteinte cardiaque préalable sur toutes ces patientes un peu âgées. Euh, on peut doser le pro-BNP pour évaluer la fonction cardiaque. Et s'il y a une défaillance cardiaque et une grossesse, l'idée ne va pas être de vite sortir le bébé et ensuite de gérer le problème cardiaque maternel. Il va falloir en premier gérer le problème cardiaque maternel et donc transférer la patiente en réanimation cardiaque. S'il y a un arrêt cardiaque maternel, si on pense à l'ECMO, eh ben, il faut penser tout de suite, en même temps qu'on débute la prise en charge médicale, appeler le SAMU et faire un lien avec un centre ECMO. On peut faire un choc électrique externe, même avant la césarienne. Des fois, on est tenté de faire d'emblée la césarienne parce qu'on est sur table au bloc de césarienne, mais on peut faire le choc électrique d'emblée. Et quand en cas d'arrêt cardiaque, il faut se dire que peut-être probablement la patiente va en plus avoir une hémorragie de la délivrance au vu de sa gravité. Donc, en cas de malaise, quand on ne comprend pas en salle de naissance ou en suite de couche, pensez à l'impensable et au diagnostic rare. Donc, la rupture utérine sur utérus sain, je vous en ai parlé, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on n'a pas d'utérus C4. La rupture d'anévrisme splénique, il y a des histoires de douleurs abdos incompréhensibles chez les femmes enceintes. L'embolie amniotique, bon, ça, on y pense quand même pas mal, mais il faut toujours se le dire quand on ne comprend pas la patiente qui fait un malaise. L'infection à strepto A sur des tableaux très bâtards en suite de couches ou bien sur des ruptures prolongées des membranes. Le CHAG, c'est un diagnostic rare et là on a eu encore un probable cas récent où en fait on est passé à côté du diagnostic parce que c'était très facile de le confondre avec un HELP syndrome. Une dissection de la horte sur des douleurs thoraciques avec ECG normal notamment, et des erreurs médicamenteuses. Donc, on a eu deux histoires de traitements qui ont été inversés, de patientes où on ne comprenait pas pourquoi elles étaient brutalement paralysées. On a envoyé une patiente au scanner cérébral pour voir, et en fait, non, c'était une injection de curare qui avait été mise à la place d'une anadrol. Alors, ça, c'est le côté nouveau-né. S'il y a une détresse respi, un besoin en oxygène, il faut appliquer le masque sans ventiler si le bébé ventile tout seul. S'il y a une détresse néonatale, il faut bien faire une radio du poumon. Et s'il y a une détresse néonatale, il faut installer la VNI rapidement plutôt que de garder le bébé en néopuff. Si une dame accouche à domicile et que le liquide était méconial, le nouveau-né ne devra pas être surveillé juste 2 heures comme c'est habituel, mais plus longtemps, car il est à risque de faire une détresse respiratoire secondaire. Si on réanime un bébé à distance de sa naissance, il faut penser à la réanimation métabolique. Et si le nouveau-né a un abdomen chirurgical et des vomissements verts, il faudra vite le faire transférer à un centre de prise en charge plutôt que d'attendre de faire les examens complémentaires sur place, qui faudra un peu retarder sa prise en charge, notamment réanimatoire. Donc voilà, ça c'était le bilan de ces 50 RMM. Et on a à chaque fois eu des pensées pour les patients qui ont été les premières victimes de ces accouchements difficiles, mais également pour les soignants qui étaient les deuxièmes victimes, qui sont venus au RMM, qui ont parfois eu des nuits difficiles avant les RMM ou après les événements. Et donc on est de tout cœur avec eux pour essayer de se dire que ces histoires difficiles permettront d'en éviter d'autres et d'améliorer nos pratiques. Donc ça, je vous en présenterai après. Mais après, on présentera Ah, pardon. après Estelle. Donc voilà. Donc vous pourrez noter des petites questions si vous en avez sur le chat, et puis on répondra à la fin. Et, euh, et maintenant, je vais laisser la parole à Estelle Manis. Donc, euh, hop, voilà. Au réseau, on s'était dit qu'on avait envie cette fois en gestion des risques de plus juste attendre qu'on nous présente des événements indésirables, mais on avait envie d'être plus proactive et notamment d'étudier toutes les outbound qu'on a. Donc, on a déjà demandé à Estelle si elle voulait bien travailler sur qui sont nos outbound et pourquoi est-ce qu'on a des outbound en Occitanie. Et donc, elle a repris, grâce à vous, tous les cadres des maternités qui avaient lui a récupéré les dossiers, tous les outbound qu'il y avait eu en 2022. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon diapo? Oui, c'est bon, Estelle. Ok, du coup, je suis Estelle Manis. Donc là, je suis docteur junior en obstétrique à Montpellier. Donc, mon sujet de thèse, comme l'a dit Armel, c'était sur les naissances outbound dans la région Occitanie. Et donc, nous, on a étudié l'année 2022. Une naissance outbound, en fait, c'est un nouveau-né qui naît dans une maternité, qui n'est pas adapté à sa prise en charge. Ça peut être sur la pathologie fœtale, sur la mauvaise adaptation. Mais nous, on s'est intéressé à la prématurité.
et aux nouveau-nés qui naissaient entre 24 semaines et 30 semaines et 6 jours et qui naissaient en dehors d'un type 3, qui doivent donc après être transférés en type 3 en pédiatrie pour être pris en charge. En France, on estime que les nouveau-nés à ce terme-là, il y en a 15% qui naissent en dehors des maternités de type 3. C'est un peu les mêmes chiffres qu'au Canada, 16%, en Australie, Nouvelle-Zélande, 13%, et en Finlande, ils font un petit peu mieux, 5%. Et nous, dans la région, on ne savait pas du tout comment on se trouvait par rapport à ce chiffre national de 15%. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Alors, il y aurait une augmentation des complications de la prématurité, bien que la littérature soit très hétérogène sur le sujet, et on rediscutera un petit peu du fait que nous, dans la région, on aimerait avoir un peu plus de réponses là-dessus. On sait dans tous les cas que ça met en difficulté les équipes obstétricales d'une part, parce que quand c'est pas une voix basse et qu'il faut poser une indication de naissance, parfois on n'est pas très à l'aise. Et ça met aussi en difficulté les équipes pédiatriques, puisque on est en petit nombre. Il faut prendre en charge un nouveau-né de petit terme, de petit poids. Quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Il y a également la question de la mobilisation du SMUR pédiatrique et à quel moment le déclencher pour qu'ils arrivent le plus proche possible de l'accouchement. Et enfin, il y a forcément une séparation mère-enfant, au moins pour 24 heures, voire pour plusieurs jours, si le type 3 n'a pas de place pour faire le rapatriement de la maman. Donc, c'est un des buts des réseaux de périnatalité, d'améliorer la communication entre les établissements, de faciliter les transferts, et donc on est la bonne patiente dans le bon établissement. Donc, ça veut dire réduire les nouveau-nés outbound. Donc, pour nous, l'objectif, je vous l'ai dit, c'était déjà de faire un état des lieux, de voir si dans la région, on était à peu près sur ce taux de 15% ou pas. Est-ce qu'on retrouvait des facteurs de risque? Et est-ce qu'éventuellement on aurait pu les éviter? Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de place en niveau 3? Est-ce que c'était parce que le transfert prenait trop de temps? Est-ce que c'était parce qu'il y avait un problème de vecteur pour transférer la dame? Voilà, qu'est-ce qui s'était passé pour ces naissances? Donc, je rappelle, Armelle l'a dit, mais les contre-indications au transfert, ce sont l'accouchement imminent, avec le risque d'accouchement de la patiente lors du transport, pardon, la détresse fœtale, que ce soit un HRP, des anomalies de rythme, ou encore l'instabilité maternelle, comme l'éclampsie, les métrorragies abondantes, ou dans tous les cas, même si on n'est pas sur le lieu adapté, ce sera préférable que l'enfant naisse dans la maternité où la patiente a consulté d'emblée. Donc, nous, on a regardé, je vous l'ai dit, tous les outbound, donc entre 24 semaines et 30 semaines et 6 jours, dans toute la région sur l'année 2022. On a eu des difficultés un petit peu à la récupération des données. Le site Scan Santé qui est issu du PMSI recensait 50 nouveau-nés, mais on n'avait pas plus d'informations. Sur les données issues de Peristat, on avait une base de données de 65 nouveau-nés. On sait que Peristat, c'est pas facile à remplir, c'est assez chronophage. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup de nouveau-nés qui en fait étaient à terme dans ce relevé de données. Donc, on a croisé nos données avec les données de transfert des nouveau-nés vers les CHU de Toulouse et de Nîmes et les données de néonates de Perpignan et de Montpellier. Au final, on avait 43 nouveau-nés pour 38 patientes sur toute l'année 2022. Et donc, ça fait un taux de 9,6%, inférieur au taux national qui est lui de 15%. Et l'antériorité qu'on avait, on ne sait pas à quel point elle est exacte, mais on avait un taux de 11,5% en 2013. Donc, si on regarde, donc en Occitanie, on a 9,6%, en Alpes Isère à 2,4% et en Île-de-France Sud à 38%. Donc, ça nous montre que c'est assez pertinent de faire des études, enfin de relever ces données au niveau régional, parce qu'a priori, il y a de grandes disparités sur peut-être le fonctionnement des réseaux, la répartition des populations, la répartition des maternités. Et donc, il faut vraiment faire une étude au niveau de notre région pour savoir un peu ce qui s'y passe. Donc les patientes, 53% des patientes, elles étaient nullipares. Il y en a 85% qui n'avaient pas de pathologie chronique. Il y avait 13% de grossesses multiples. Il y en avait 50% qui avaient une grossesse de déroulement strictement physiologique jusqu'au moment où elles ont consulté. En revanche, il y en a un quart qui avait déjà été hospitalisé lors de leur grossesse et il y en a un tiers qui avait consulté dans les 7 jours précédant l'épisode de l'accouchement, que ce soit pour une consultation de suivi ou bien une consultation en urgence, voire pour certaines une hospitalisation. Ces patientes, elles consultent pourquoi? Elles consultent pour la plupart pour des contractions, puis ensuite les autres motifs de consultation, ce sont les métrorragies, des signes d'hypertension ou de prééclampsie, une diminution des mouvements actifs fétaux et enfin une perte de liquide.
Le délai avant la naissance, le délai médian, il était de 1 h 50 minutes. On s'attendait à trouver un délai beaucoup plus long en fait quand on a commencé notre recueil. Et en fait, c'est très rapide. Voilà, la médiane est de 1 h 50 minutes avec un minimum de 0 minutes pour la patiente qui arrive et qui accouche dans le couloir et un maximum de 10 heures pour la patiente qui est restée le plus longtemps avant la naissance. La moitié accouche par voie basse dans ces patientes et la moitié ont une césarienne. Donc, les césariennes en dehors du travail, c'était pour des anomalies de rythme, hématome rétroplacentaire ou une éclampsie. Et les césariennes pendant le travail, c'était une présentation du transverse ou du siège, notamment chez des jumeaux. Et il y a une bradycardie fœtale pendant le travail. Les nouveau-nés, on avait un poids médian de 1115 grammes. Donc, on voit qu'il y en a qui sont bien sûr beaucoup moins lourds et qui peuvent poser des difficultés à la prise en charge pédiatrique. Et sur le temps d'arrivée du SMUR en pédiatrique, on avait très peu de données, seulement pour 12 nouveau-nés. Et donc, on avait un temps médian d'1/4 d'heure, ce qui, je pense, n'est pas tout à fait représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Et c'est parce qu'on n'avait pas assez de données. Il y avait 9% de décès avant le transfert des nouveau-nés, 2 à 24 semaines, 1 à 25 semaines et 1 à 28 semaines. On s'est demandé si, du coup, ces accouchements outbound, ils pouvaient être évités. Donc, on a regardé, en fait, la durée, le moment où la patiente, elle consulte et le moment où soit elle accouche, soit elle est en travail actif, donc elle n'est plus transférable. Il était de plus de 4 heures. On se disait que potentiellement, on aurait pu organiser un transfert jusqu'à une maternité de type 3 et que cette naissance était probablement évitable, même si je suis d'accord que c'est toujours facile a posteriori de refaire l'histoire. Mais il y avait une seule patiente du coup qui était dans cette situation, une dame hospitalisée pour un retard de croissance à 26 semaines et 3 jours, qui a eu finalement une césarienne pour des anomalies de rythme. Et donc la plupart, pour les 42 autres, autres nouveau-nés, pardon, la durée entre le moment où la patiente consulte et le moment où soit elle est en travail actif, soit elle accouche, a été de moins de 4 heures. Donc sur le moment, ça paraît difficile de transférer la patiente et d'avoir le temps de transférer la patiente. On a regardé si ces dames en question, elles avaient un antécédent d'hospitalisation au cours de leur grossesse, un antécédent de fausse couche tardive ou de prématurité avant 34 semaines. Et donc, il y en avait seulement 12 qui avaient ces facteurs de risque. Donc, la moitié pour un antécédent, la moitié pour une hospitalisation au cours de la grossesse. Et donc, sur ces 43 naissances, il y en a 30 qu'on a, nous, classées comme naissances outborn inévitables. Donc, ça veut dire que la majorité des naissances outbound, elles paraissent inévitables et donc que chaque maternité doit être dotée d'un protocole et du matériel minimal, même si pour certaines maternités, c'est une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. On a regardé un petit peu les facteurs de risque connus de naissance outbound dans la littérature. Donc, les facteurs de risque, c'était le jeune âge, la précarité socio-économique, le niveau d'éducation maternelle, le mauvais suivi de la grossesse et la distance de résidence au type 3. Les facteurs protecteurs, en revanche, c'était en fait tout ce qui induisait un suivi un peu plus rapproché de la grossesse, c'est-à-dire la grossesse multiple, la PMA, le retard de croissance pendant la grossesse, le trouble hypertensif de grossesse et la rupture prématurée des membranes. Donc nous, on s'est dit, est-ce que dans la région, on retrouve ces facteurs de risque-là? Donc on a comparé nos patientes qui avaient accouché de nouveau-nés outbound en 2022 et toutes les patientes qui ont accouché de nouveau-nés au même terme, au CHU de Montpellier en 2022, il y avait 106 nouveau-nés pour 90 patientes. Donc il y a des facteurs de risque de naissance outbound qu'on ne retrouvait pas, le jeune âge, la grossesse multiple, le retard de croissance. Et en revanche, on trouvait bien la PMA comme facteur protecteur, le suivi non suffisant de la grossesse comme facteur de risque et la distance de vie à la maternité de type 3 comme facteur de risque. Donc, en analyse multivariée, on retrouvait la distance de maternité au type 3 et comme facteur protecteur, la PMA. Donc, l'idée pour nous, c'est de prendre en compte l'éloignement géographique de la patiente dans la prise en charge, et notamment pour certaines patientes qui sont sorties d'hospitalisation de niveau 3, pour les praticiens des niveaux 3, de prendre en compte la distance de vie de la patiente au moment où on la fait sortir d'hospitalisation. On voit que les patientes qui accouchent en dehors d'un type 3, elles consultent pas pour la même chose, elles consultent pour des contractions, des métrorragies, une diminution des MAF, alors que les patientes
qui vont accoucher en type 3, elles consultent plutôt pour une perte de liquide ou un retard de croissance. Et en fait, c'est plutôt des motifs d'hospitalisation euh, sans naissance forcément imminente. En termes de prise en charge des patientes, euh, du coup, ce sont des patientes qui ont moins de corticothérapie anténatale et qui ont aussi statistiquement moins, pardon, de sulfate de magnésium. La corticothérapie anténatale euh, est pas systématique quand on a une naissance très imminente. En revanche, le sulfate de magnésium, il est d'indication systématique avant 31 semaines. Et devant ces chiffres, donc seulement 42% des patientes avaient reçu du sulfate de magnésium. Il y a un protocole sulfate de magnésium qui est en train d'être rédigé au niveau régional pour être communiqué dans toutes les maternités et afin que, en cas de naissance imminente avant 31 semaines, il y a un protocole clair défini que les équipes puissent appliquer. Concernant donc les nouveau-nés, euh, ces nouveau-nés outborn, ils n'avaient pas un pH artériel plus bas, ils avaient un Apgar à 1 minute identique, et en revanche, à 5 minutes et à 10 minutes, ils avaient un Apgar plus bas. Donc, la question se pose, est-ce que c'est une problématique d'évaluation de l'APGAR? C'est un nouveau-né grand prématuré, on a moins l'habitude d'évaluer l'APGAR, est-ce qu'on est plus pessimiste? Ou est-ce que c'est une problématique de prise en charge avec forcément une équipe moins habituée, moins nombreuse et une prise en charge probablement moins optimale qu'en type 3 avec tout le monde autour et qui a l'habitude de faire ça tous les jours? Donc la conclusion, c'est qu'on a un taux d'outburn inférieur au taux national, un délai d'accouchement rapide, on l'a dit, une médiane à 1h50, que la majorité de ces naissances outburn, elles vont sûrement être inévitables, et il faut prendre en compte l'éloignement de vie de la patiente dans la prise en charge. Les perspectives, donc je vous l'ai dit, c'est un protocole régional concernant le sulfate de magnésium. C'est un recueil de la prise en charge pédiatrique à partir de l'année 2025 euh, sur les nouveau-nés outborn, que ce soit dans l'établissement où l'enfant naît, au cours du transfert du SMUR pédiatrique et après dans les maternités, enfin en néonat, pour voir comment ces enfants sont pris en charge, est-ce qu'on pourrait améliorer les choses et comment ils vont. Et enfin, concernant les outboarn, l'idée est que à partir de 2025, ce soit considéré comme un événement indésirable dans la région et qu'ils soient tous déclarés pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur chaque cas. Ce sera plus facile en prospectif d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, il y a un questionnaire, enfin, un questionnaire REDCap en ligne qui est en cours de création, qui sera euh, opérationnel au 1er janvier. Et donc, pour vous montrer un petit peu, donc c'est le questionnaire REDCap de signalement des événements indésirables, pardon. Donc, sur le début, c'est le même. Et en fait, si vous cochez naissance outborn, s'agit-il d'une naissance outborn avant 31 semaines? Comme ça, vous vous rappelez du terme limite. Vous cochez oui. La petite description de l'événement indésirable, elle n'est pas nécessaire parce vous allez voir. Euh, hop. Et en fait, vous soumettez le questionnaire et il s'ouvre un petit peu les items qui sont intéressants pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ce sont des items classiques. L'âge de la patiente, son code postal de résidence, donc je vous l'ai dit, c'est plus pour voir en termes de distance par rapport aux maternités, profession, les antécédents médicaux, gynécologiques, chirurgicaux, troubles psychologiques et consommation de substances psychoactives. La précarité financière et sociale, ça, ce sont des choses en rétrospective qui sont assez difficiles à montrer, mais peut-être que enfin, ce sont probablement des patients qui sont moins bien suivis, donc ce serait intéressant de l'avoir en prospective, d'arriver à avoir ces données. Les antécédents obstétricaux. Pour cette grossesse, donc la date de début de grossesse, est-ce que c'était une PMA, une grossesse multiple? Est-ce que c'était un suivi régulier? Ou est-ce que cette patiente avait prévu d'accoucher? Est-ce qu'elle a été hospitalisée pendant la grossesse? Si vous cochez l'item, ça va vous demander pourquoi elle était accouchée. Elle a été hospitalisée, à quel terme? Est-ce qu'il y avait une corticothérapie anténatale? Est-ce qu'elle a consulté dans les 7 derniers jours? Pourquoi? Est-ce que c'était une consultation de suivi pour des contractions, pour des métrorragies?
Et ensuite, au niveau de la naissance, l'épisode actuel, au moment où elle a consulté, à quelle date, à quelle heure, ça va vous calculer le terme, dans quelle maternité, donc ça c'est la maternité où vous vous trouvez, pourquoi est-ce qu'elle a consulté cette dame, la présentation à l'admission, on sait que si c'est un siège, un transverse, ça peut poser plus de questionnements du côté obstétrical. Est-ce que vous avez appelé le réseau ou pas? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Si oui, à quelle heure? Est-ce qu'il y avait eu une demande de transfert? Si oui, pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que c'était un problème de vecteur? Est-ce qu'il n'y avait pas de place en type 3? Est-ce que finalement il y avait une contre-indication entre-temps? Est-ce que vous avez fait la corticothérapie? Est-ce que vous avez fait le sulfate de magnésium? Enfin, quelle est la voie d'accouchement? Et pour le nouveau-né, donc ce sont les items un petit peu classiques. Donc, date et heure de naissance, le sexe, l'APGAR, poids, les pH. Est-ce qu'il y avait un pédiatre présent à la naissance? On peut avoir des maternités où le pédiatre est d'astreinte. Quelle a été la réanimation néonatale? Est-ce qu'il y a eu un transfert postnatal ou pas? Et est-ce que le SMUR pédiatrique est intervenu? Si oui, à quelle heure ils sont arrivés? À quelle heure ils sont repartis? Voilà. L'idée, c'est de voir si, en prospectif, quelles sont ces situations et qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'on sait que c'est des situations qui mettent grandement en difficulté les équipes. Hop. Oui, voilà. Donc vous avez compris, ça va être très intéressant. Par exemple, là en 2022, Estelle n'a pas noté qu'il y avait eu des transferts qui n'ont pas été effectués par difficulté d'obtenir des vecteurs. Or, on sait que c'est quand même un gros problème dans plein d'établissements. Donc, si on peut le mettre en évidence que telle patiente finalement on était prête à la transférer à ou 2 heures après son arrivée, mais qu'on a mis 3 heures à trouver une place, un vecteur, et finalement elle n'a plus pu partir, c'est important parce que nous, ça nous permet, on peut faire remonter les difficultés du terrain pour essayer d'améliorer des choses. Donc, le but, c'est de diminuer les évitables, donc ceux qui restent plus de 4 heures. On pense que la plupart du temps, c'est parce que vous avez des difficultés à trouver de la place et des vecteurs. Et ensuite, se baser quand même sur les facteurs de risque, notamment les patientes qui sont retransférées d'un type 3, parce qu'elles souvent, elles restent 3, 4 jours et on pense que la situation est stable. Et du coup, pouvoir refaire partir l'information vers les types 3 sur les patientes pour lesquelles il vaut peut-être mieux prolonger le séjour ou les faire rester en hôtel hospitalier. Et ensuite, faire un travail peut-être de plus profond sur comment informer les patientes si on voit que c'est souvent dans des cas de grande vulnérabilité qu'il y a plus d'accouchements outbound, peut-être diffuser auprès de cette population-là des outils d'information faciles vers ces patientes sur à quel moment consulter à la maternité. Et également, les patientes qui sont à haut risque d'accoucher prématurément du fait de leurs antécédents, rediscuter peut-être leur maternité d'inscription et bien redonner des consignes de où aller quand on commence à contracter voilà, pour essayer de diminuer les outbound. Donc, du coup, on va commencer au 1er janvier. Au 1er janvier, on va vous demander, vous avez vu, de remplir ce questionnaire en cas d'outbound. Donc, on s'adresse peut-être plus directement au cadre. Dans les maternités, des outbound à moins de 31 semaines, donc vous avez vu, il y en a à peu près 1 à 2 par an en fonction de votre taille de maternité. Et quand ça arrive, ça met souvent les équipes en difficulté parce que tout d'un coup, enfin, c'est du coup, par définition, des termes auxquels vous n'êtes pas habitué. Et donc, se dire après, pas en direct, mais ça peut être le lendemain, quelques jours après, en ressortant le dossier, remplir ces quelques items-là en direct. Ça nous permet, si on peut avoir l'exhaustivité, donc on rebootera avec les SAMU pédiatriques, avec les demandes de rapprochement mère-enfant. Si jamais vous n'y pensez pas, les filles de l'équipe transfert seront là pour vous accompagner à remplir le questionnaire, pour se dire que pour nous, c'est des indicateurs de bonne santé d'un réseau et non pas de comment vous travaillez, mais comment cette articulation sur que la patiente accouche au bon endroit au bon moment puisse se faire bien. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc ça commence le 1er janvier et en mars commencera l'étude de l'interne de pédiatrie, mais qui, elle, travaillera plutôt avec les SAMU pédiatriques pour essayer d'avoir plus de détails sur comment a été pris en charge le bébé avant ou après l'arrivée du SAMU pédiatrique. Mais ça, ce ne sera pas votre travail, le travail des cadres des maternités, ce sera plus de penser à signaler, ah, au fait, on a eu un outbound et voici le questionnaire. Une fois qu'on a le dossier sous les mains, on peut remplir en 5 10 minutes. Et nous, ça nous permet de rebooter, de voir s'il y a des éléments aussi en commun dans toute l'Occitanie. Et le deuxième point, comme l'a dit Estelle, c'est le référentiel sulfate de magnésium. Donc là, il a été validé par le SAMU pédiatrique parce que vous avez vu,
nombre de patientes qui ont bénéficié du sulfate était assez faible, mais c'est souvent parce que, en fait, quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, on ne sait pas trop où il est rangé, comment est-ce qu'on le prépare, qui c'est qui le prépare, c'est plutôt une drogue d'anesthésiste, voilà. Bon, donc du coup, on l'a mis le référentiel avec la fiche de surveillance de la patiente sous sulfate et on va vous proposer une petite fiche plus synthétique pour pouvoir la voir. Peut-être on va vous l'envoyer plastifiée ou sous forme d'affiche pour que ce soit vraiment très pratique et qu'on l'ait sous les yeux. On va également préparer un petit mémo, que faire en cas d'outborn, sur les éléments importants auxquels penser au niveau pédiatrique pour se faire comme une sorte de checklist. Et donc tout ça, on est en train de le mettre en forme et on vous les diffusera dans les maternités. Donc notre but est, et on vous demande de nous aider à les colliger et nous, on vous accompagne pour les prendre en charge. Comme vous avez vu, il y a certains cas où même si on fait tout ce qu'on peut, eh ben, on n'a pas le choix, on est obligé d'accueillir un outborn et notre but, c'est de vous aider à vous sentir en confiance pour vous occuper d'eux en attendant que le SAMU pédiatrique vienne le chercher, voire diminuer le temps où le SAMU pédiatrique n'est pas là. Mais des fois, vous avez compris, c'est deux équipes sur toute la région qui peuvent être dispersées sur toute la géographie du territoire. Et du coup, il faut quand même pouvoir s'occuper de ces nouveau-nés avant qu'ils arrivent. Et je Donc voilà. rajouterais que c'est important de faire ce recueil parce que, notamment au niveau du SMUR pédiatrique, ça les fait un peu remettre en question leur façon de traiter ces transferts de nouveau-nés. Actuellement, ils considèrent ça comme un transfert secondaire. Et en voyant cette durée entre l'admission de la patiente et l'accouchement qui est de moins de 2 heures, ça les fait remettre un petit peu en question leur prise en charge. Et donc, on arrive à montrer que c'est vraiment ces durées-là assez rapides. Ça pourra permettre que les équipes de pédiatrie sur place, peut-être qu'il y ait une intervention du SMUR qui soit à terme, de façon générale, plus rapide. Mais pour ça, voilà, on a besoin de ces données-là. Donc voilà. Donc là, c'est un peu le moment où vous pouvez participer par chat si vous avez des questions à poser à Estelle sur sa thèse, ou bien au pôle gestion des risques sur la- notre travail régional. Ou si vous voulez lever la main, on peut aussi vous donner la parole sur le Zoom. Donc, ce questionnaire qui sera mis en ligne à partir du 1er janvier, on va vous renvoyer un mail pour vous l'expliquer et on sera dans la didactie, on pourra vous accompagner, les filles transfert, pour vous rappeler le lendemain, lors des nouvelles aux mamans, aux bébés transfert, aux mamans, enfin, lors des demandes des rapprochements mère-enfant, refaire le point aussi à ce moment-là avec les équipes. Ah, il y a une question peut-être, hein. Oui, Christophe? Ah, permettre de parler. Je pense qu'on peut pas sur- Ah, s'il peut l'écrire. Ah, peut-être écris la question, Christophe, parce que du coup, on n'arrive pas à réactiver le son. Là, vous m'entendez mieux? Ah oui, Oui. c'est parfait. Ma question concernait le 9,6% d'outbound en Occitanie en 2022, ce qui est un bon résultat. Et on a vu qu'il y avait 6% en Finlande et plus de 40% en Île-de-France. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus cette grande différence? On a très peu d'infos. On a très peu d'informations. En fait, la littérature sur les outbound, elle est très peu importante. Les seules informations qu'on a, c'est qu'en Finlande, ils avaient un taux d'outbound beaucoup plus important qu'en France il y a une trentaine d'années. Ils ont fait une refonte, a priori, de tout leur fonctionnement. Ils ont des distances qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Mais ils ont réussi. Je n'ai pas d'informations plus sur sur vraiment comment fonctionne leur réseau et pourquoi ils arrivent à ce taux de 5%. Je sais que dans beaucoup de pays nordiques, il y a beaucoup plus de moyens sur des logements de patients très proches des hôpitaux. Donc après,
quel patient il loge proche, etc. J'ai pas plus d'informations. Et sur la divergence sur les taux en France, pareil, en fait, ça, ce sont des données qui sont issues du PMSI, hein. Et il y avait la région, il y a certaines régions qui ont fait des relevés un peu pour comprendre, mais en tout cas sur la région annécienne et sur la région Île-de-France, j'ai pas de données complémentaires malheureusement. Notre but, c'est de faire mieux que les Finnois Mhm. ou les Finlandais. Ok, merci. Bon, très bien. Bon, bah, écoute, Estelle, je pense que j'ai été très claire. Bon, ben donc, début d'année, vous allez recevoir cette incitation à déclarer vos outbound et aussi le paquet cadeau comprenant le protocole sulfate de magnésium, le mémo en cas d'outbound et la fiche sulfate de magnésium pour qu'elle soit plus à l'aise avec la prescription et l'administration de ce traitement. Très bien. Ben, merci à tous de vous être connectés et puis bonne fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ah oui, et donc répondez bien au questionnaire en vous déconnectant, s'il vous plaît, me rappelle Olivia Pellissier.